Depuis toujours, la nuit, les hommes ont contemplé le ciel et ont pensé que l'univers se limitait à cette voûte illuminée. Or, les savants savent aujourd'hui que les véritables énigmes célestes se cachent au sein de l'obscurité et non dans ce qui brille en pleine lumière. Il existe une mystérieuse matière noire qui fait le lien entre les étoiles et les galaxies, et d'étranges particules, comme les WIMP, les actions et les machos, qui pourraient bien être au centre de cette énigme. Il y a également une énergie sombre, de nature répulsive, qui crée de l'espace dans l'univers et éloigne les galaxies les unes des autres, leur réservant ainsi un destin funeste. À L2, la matière noire et l'énergie sombre constituent plus de 96% de l'univers. Tenter de découvrir leurs secrets, c'est comme tirer sur une cible en train de s'éloigner. Mais si nous parvenons à les percer, nous connaîtrons peut-être le sort ultime de notre univers. S'effondrera-t-il ou s'embrasera-t-il dans une épouvantable collision provoquée par les forces gravitationnelles? À moins que, pour finir, l'énergie sombre n'écartèle l'univers. Le pari est que l'univers mourra dans la glace. Pour comprendre l'univers, il est vraiment fondamental de comprendre ces deux éléments, la matière noire et l'énergie sombre. Nous allons faire un voyage vers la face obscure de l'univers. Nous allons partir à la poursuite de la matière noire et de l'énergie sombre. La matière noire ne ressemble à rien de ce que nous connaissons sur Terre. À chaque seconde, des milliards de ces étranges particules traversent tout ce qu'elles rencontrent. Elles sont tellement massives qu'elles ont le pouvoir d'influencer les galaxies, leur formation et la vitesse à laquelle elles tournoient. Invisible, la matière noire est partout présente, ou en tout cas, c'est ce qu'il semble. Les scientifiques n'ont pas encore la preuve directe de son existence. Ils ont de nombreux soupçons, mais pas de réponse tangible. Et il n'est pas facile d'observer ce qu'on ne voit pas. Elle n'émet pas de lumière et elle n'en absorbe pas. Elle n'a aucune interaction avec la lumière. Elle ne brille pas et on ne peut pas la voir facilement dans l'obscurité. Mais elle est là. Les spécialistes en sont certains. Tous les manuels de la planète disent que l'univers est constitué d'atomes et de particules subatomiques. Eh bien, ils sont tous dans l'erreur. Et nous allons descendre sous terre pour en faire la preuve. Quand les gens entendent parler de cette matière invisible qu'on appelle la matière noire, ils disent « C'est ça, oui, prouvez-moi qu'elle existe ». Nous sommes à Soudan, dans le Minnesota, à 300 km des grandes villes illuminées. C'est l'endroit parfait pour traquer la matière noire, mais pour d'autres raisons que celles auxquelles on pense au premier abord. On pourrait croire que nous allons observer le ciel pour apercevoir la matière noire, car après tout, c'est de là qu'elle vient. Au contraire, nous allons mettre nos casques et descendre dans cette mine. Le laboratoire national de Soudan est situé à 750 mètres de profondeur. Cette ancienne mine de fer désaffectée a été transformée en établissement de recherche. Ce n'est qu'un des nombreux laboratoires du monde entier qui mènent leurs expériences sous terre pour être à l'abri des rayons cosmiques. Ils sont tous conçus pour capturer la matière noire, une particule invisible dont la présence n'a jamais été détectée qu'indirectement. Nous travaillons là-dessus depuis 10 ans et nous sommes impatients de voir une particule de matière noire. Cette traque a débuté il y a presque un siècle, quand les astronomes ont eu à leur disposition des instruments performants pour observer le ciel nocturne. Et les questions ont commencé. Dans les années 1920, avec le développement de la technologie, on a enfin pu s'occuper de petits objets flous que les savants avaient remarqués dans leurs télescopes. On a pu élucider leur nature et imaginer ce que c'était. Edwin crée un choc lorsqu'il affirme alors que l'univers ne se limite pas à la seule Voie lactée. On s'est rendu compte que ces petits objets flous étaient tout simplement des galaxies, autres que la Voie lactée.
Pendant que les astronomes découvraient de nouvelles galaxies, un savant de Caltech, Fritz Zwicky, observait un superamas de galaxies voisin de la Terre, le superamas de Coma, et remarquait une chose étrange. En mesurant les mouvements qui se produisaient dans le superamas de Coma, il a obtenu une estimation de sa masse dynamique. Puis il l'a comparée à la masse qu'il aurait dû obtenir selon ses observations d'autres galaxies. Quelque chose clochait. Les galaxies se déplaçaient trop vite à l'intérieur de l'amas par rapport à la quantité d'éléments lumineux qui s'y trouvaient. D'après ses calculs, il aurait dû trouver une masse dynamique lumineuse 160 fois plus importante, étant donné la vitesse des galaxies dans l'amas. Un autre élément influençait donc leur mouvement. Mais quoi? Il a analysé ces mouvements et en a conclu que l'amas ne pouvait pas être stable, à moins qu'une importante quantité de matière noire ne soit présente. En 1933, il était un des premiers à saisir le rôle de la matière noire, qu'il appelait alors la matière manquante. La matière noire était donc une masse invisible qui, par son attraction gravitationnelle, était capable dans un amas d'affecter la vitesse de galaxies entières. Certes, il s'agissait là d'une idée révolutionnaire, mais cette découverte est restée largement ignorée. Je pense qu'on a pris Zwicky au sérieux, mais que simplement on n'en a tiré aucune conclusion. À l'époque, on commençait à explorer l'univers. Dans les années 20, on s'apercevait tout juste qu'il existait d'autres galaxies que la nôtre. Mais on ignorait encore s'il s'agissait de simples galaxies, d'étoiles, de gaz ou de poussière invisible, ou encore si on était devant quelque chose de complètement différent. Les observations de Zwicky étaient basées sur les mesures de masse qu'il avait effectuées sur les étoiles et les galaxies. Mais comment peser des objets qui se trouvent dans l'espace? On ne peut pas prendre le Soleil et le placer sur une balance, mais on peut mesurer la vitesse à laquelle les planètes tournent autour de lui. Et plus il y a de matière dans le Soleil, plus les planètes doivent accélérer pour rester sur leur orbite. Newton et Einstein ont dit tous deux que plus la masse d'un objet était importante, plus son attraction gravitationnelle était forte. Et plus un objet est loin du centre, plus il avance lentement sur son orbite, puisque l'attraction gravitationnelle diminue. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, ou même selon la loi de la gravitation de Newton, les galaxies sont poussées les unes vers les autres. Ainsi le Soleil agit-il dans le système solaire. Sa masse attire Mercure plus vite que Pluton, parce que Mercure est plus proche du Soleil. Comme c'est le cas pour une galaxie, on s'attendrait à ce que plus les objets sont loin, plus ils se déplacent lentement pour poursuivre leur orbite. Mais cela ne correspond pas aux observations de Zwicky, ni à celles effectuées par la jeune scientifique Vera Rubin 50 ans plus tard. Celle-ci examine les courbes de rotation de galaxies spirales similaires à la Voie lactée. Et tout comme Zwicky, ce qu'elle constate lui semble étrange. Vera Rubin s'est aperçue qu'en fait, en s'éloignant, la vitesse du gaz et des poussières en orbite restait constante. Prenons une comparaison. Si une ville est une galaxie et que chaque voiture correspond à une planète ou une étoile, eh bien, malgré l'importance de la circulation, chaque voiture circulera autour de la ville à la même vitesse. Cette vitesse de rotation constante, en dépit de la quantité d'objets en circulation, est exactement ce qu'a observé Vera Rubin. Pour que les régions extérieures de la galaxie tournent aussi rapidement, il fallait qu'elles contiennent une masse beaucoup plus importante pour ne pas être disloquées. La seule façon de résoudre le paradoxe de ces galaxies qui tournent 10 fois trop vite, c'est de supposer qu'un halo de matière invisible les entoure et préserve leur intégrité. La matière noire serait présente dans les galaxies et elle aurait une masse suffisante pour que la vitesse de rotation demeure constante. Imaginez que je sois la matière noire. Cette balle est une étoile qui tourne autour de moi car ma force gravitationnelle la maintient en place. Même si vous ne pouviez me voir, vous sauriez que quelque chose est là, car sinon l'étoile filerait en ligne droite. Il y a forcément un élément qui exerce sa force gravitationnelle et nous en déduisons ainsi l'existence de la matière noire. Vera Rubin a estimé qu'il y avait 10 fois plus de matière noire que d'éléments lumineux.
Depuis, nous avons analysé des centaines de galaxies et elles sont toutes bâties sur le même modèle. Elles tournent trop vite par rapport à ce qu'elles sont, elles ont donc besoin de matière noire pour rester ensemble. Cette fois, les scientifiques ont porté leur attention sur ce phénomène et ont commencé à se demander ce qu'était cette matière noire. Mais comment repérer dans l'espace un élément invisible? Il leur fallait découvrir où la matière noire se cachait dans l'univers. Et même s'ils ne peuvent la voir, ils se sont aperçus qu'elle révélait sa présence en déviant la lumière qui la traversait. On appelle cela une lentille gravitationnelle ou mirage gravitationnel. Il s'agit d'un rayon lumineux virtuel qui révèle la matière invisible dans l'univers. Elle est comme toute matière. Elle est capable de dévier un rayon lumineux. C'est ainsi que la lumière peut être déviée de sa route par la matière noire. En retraçant le chemin parcouru par la lumière, la lentille gravitationnelle a détecté de la matière noire, concentrée dans les halos des galaxies. Elle a démontré son efficacité et révélé soudain la présence de matière noire. Cette technique de lentille gravitationnelle est la plus précise. Elle nous permet non seulement de connaître la quantité exacte de matière noire, mais aussi la façon dont elle est répartie dans le ciel, puisque nous pouvons mesurer la distorsion des rayons lumineux qui la traversent. Comment savez-vous que vos lunettes se trouvent là? Parce qu'elles dévient la lumière. De la même façon, en regardant les images de l'univers prises par Hubble et en relevant les déviations de la lumière lorsqu'elle traverse les galaxies, nous obtenons une carte de la matière noire. La majeure partie de la masse d'une galaxie provient de la matière noire. La matière ordinaire s'accumule dans le champ gravitationnel de la matière noire. Mais après l'arrivée en scène de la matière noire, les scientifiques se sont demandé s'il s'agissait d'une nouvelle particule indétectable ou simplement de matière ordinaire invisible. Quand on a découvert la matière noire, tout le monde voulait savoir ce que c'était. Et bien sûr, la première réponse a été qu'il s'agissait simplement de la matière dont nous sommes faits, mais qu'elle ne brillait pas. Les spécialistes ont donc commencé par se tourner vers les objets dans l'univers qui n'émettaient pas de lumière. On a pensé aux trous noirs. Ils n'émettent pas de lumière, peuvent attirer à eux de la matière et être détectés par l'antillage gravitationnel. Cela pouvait prendre la forme de trous noirs ou de machos, qui sont à la base de petites étoiles sombres qui n'émettent pas beaucoup de lumière. Les machos se cachent dans le halo de la Voie lactée et sont détectés par la lentille gravitationnelle, mais ils ne sont pas assez nombreux pour rendre compte de la quantité de matière noire nécessaire. On a aussi soupçonné des étoiles mortes, comme les naines brunes. Elles sont assez massives pour expliquer la présence de matière noire. Mais quelle que soit sa nature, la matière noire est 10 fois plus abondante que la matière ordinaire dont sont faites les étoiles et les planètes. La matière qui se construit à partir d'atomes ordinaires, de protons, de neutrons et d'électrons, n'est pas assez abondante pour rendre compte de toute la matière qui se trouve dans les galaxies et les amas. Les recherches sur la matière noire continuent et les spécialistes émettent de nouvelles hypothèses. Ils reconsidèrent certaines particules découvertes précédemment comme les neutrinos. Comme la matière noire, les neutrinos traversent la Terre par millions, au même moment. Mais ils sont trop légers pour expliquer l'effet de la matière noire sur la gravitation. Et d'autre part, les scientifiques peuvent les recréer dans les accélérateurs de particules. Enfin, ils proviennent aussi du Soleil. Les axions sont une autre hypothèse pour la matière noire. Ils ont été inventés pour résoudre une question posée en physique des particules. Ils seraient extrêmement légers, aussi les cherche-t-on selon une technique différente de la nôtre. Mais comme ils sont très nombreux, ils pourraient constituer la matière noire. Les axions sont très légers. On pense qu'ils ont été créés au moment du Big Bang, tout comme la matière noire. Mais en théorie, ils pourraient se changer en protons alors que la matière noire est stable. Après avoir épuisé toutes les hypothèses, de nombreux chercheurs pensent que la matière noire est faite de particules qui ne ressemblent à rien de ce que l'on connaît et que des milliards d'entre elles nous traversent à chaque seconde. Avant d'avoir découvert la matière noire, les savants pensaient que l'univers n'était fait que de protons, de neutrons et d'électrons.
les éléments qui constituent tout ce qui existe sur Terre. Nous savons qu'il y a une masse, et nous voilà avec quelque chose que nous n'avons pas encore détecté. Mais le candidat idéal pour former la matière noire doit avoir certaines propriétés physiques qu'aucun des précédents suspects ne possédait. Nous savons que la matière noire est une substance assez lourde. Nous savons qu'elle ne bouge pas très vite et que nous ne pouvons pas la voir. Les particules de matière noire ne se déplacent pas à la vitesse de la lumière et elles n'entrent pas vraiment en interaction avec vous ou moi, ni avec quoi que ce soit. C'est pour cela qu'il est tellement difficile de les localiser. Elles n'entrent pas en interaction avec la matière ordinaire, sauf à travers la gravitation. Si j'avais de la matière noire dans la main, elle aurait un certain poids, mais avant tout, elle se dissoudrait à travers mes doigts. Rien de ce que nous connaissons dans le domaine de la physique des particules ne peut correspondre à la matière noire. Comme un homme invisible traverse les murs, des milliards de particules de matière noire traversent la Terre au même moment sans jamais entrer en collision avec la matière ordinaire. L'idée générale est que la matière noire pourrait être constituée de ce qu'on appelle des WIMP. WIMP est un acronyme de Weakly Interacting Massive Particles. Particules massives interagissant faiblement. Elles n'ont jamais été détectées, mais leurs caractéristiques en font un candidat idéal pour la matière noire. Au laboratoire de Soudan, l'équipe Fermilab est allée sous terre, bravant des milliers de chauves-souris, pour essayer de capturer une particule WIMP. L'opération s'appelle CDMS, Cryogenic Dark Matter Search, ou recherche cryogénique de la matière noire. Jusqu'à sa fermeture en 1962, c'était une mine de fer ici. Nous sommes à 800 mètres sous terre. Fermilab a conçu une machine qui, à des températures en dessous de zéro, peut repérer une particule de matière noire qui la traverse. Son détecteur utilise des cristaux de germanium, un métalloïde dense bourré d'atomes. C'est un bloc très pur de germanium. À sa surface, il y a un réseau de minuscules thermomètres capables de détecter une particule qui traverserait ce morceau de germanium de la taille d'un pallet de hockey. En ce moment même, la matière noire ruisselle à travers nous sans rien nous faire. De temps en temps, elle heurte le noyau d'un atome. C'est la signature que nous espérons voir. Pour obtenir un choc de matière noire bien propre, Fermilab devait filtrer le magma qui venait de l'espace. Si nous avions gardé toutes les particules qui passaient par là, cela aurait vraiment été comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Dans cette expérience, Fermilab capte toute la matière qui traverse le détecteur. Mais moins il y aura de saleté dans l'air, plus il sera facile de détecter une particule de matière noire. Comme celle-ci n'entre pas facilement en interaction avec les protons et les électrons ordinaires, on a gelé les palets de germanium à une température en dessous de zéro. Si une particule de matière noire traverse et frappe un noyau, la température du cristal changera très légèrement. C'est cette toute petite modification que nous cherchons et qui signalera le passage d'une particule de matière noire. 16 palets de germanium sont placés dans une salle blanche, une pièce vidée de la quasi-totalité des particules qui l'occupaient. Bien, nous sommes en tenue. Nous allons entrer dans la salle d'expérience qui est une salle blanche de classe ISO 7. Nous mettons cette combinaison pour n'apporter aucune poussière qui interférerait dans l'expérience. Allons-y. Nous avons des compteurs à scintillation qui captent toutes les particules d'un rayon cosmique qui arrivent ici sous terre. Et voici un réfrigérateur à dilution qui maintient notre expérience légèrement au-dessus du zéro absolu. Et là, se trouve le germanium et des détecteurs en silicium. Nous attendons simplement qu'un WIMP, une particule de matière noire, descende à cette profondeur et frappe un des cristaux en silicium ou en germanium qui sont à l'intérieur. Depuis bientôt 2 ans, Fermilab s'est installé dans cette mine pour essayer de capturer de la matière noire. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Bien que des milliers de particules traversent la Terre à chaque instant, il y a une chance sur 1 million que de la matière noire entre en contact avec de la matière ordinaire. Saisir une particule de matière noire en train de frapper un atome de germanium, c'est comme pour un archer tenter de frapper une cible qui s'éloigne à 1 kilomètre.
Ces voyants verts indiquent que des particules traversent les détecteurs en silicium et en germanium. Il est presque certain qu'on a là toutes les particules de base, mais peut-être aussi un WIMP caché quelque part. Nous ne le saurons qu'après avoir analysé les données. Traquer la matière noire est un travail fastidieux. Chaque jour, l'équipe de Fermilab établit des rapports pour le labo souterrain, analyse les données et perfectionne son niveau de ping-pong en attendant le choc qui attestera de l'existence de la matière noire. Malgré tous ses efforts et sa patience, Fermilab, pas plus qu'un autre labo, n'a encore détecté une particule de matière noire. Malheureusement, nous n'avons vu aucune particule de matière noire jusqu'à présent. Il se pourrait qu'on annonce un jour que des physiciens ont capturé de la matière noire dans une bouteille. Nous avons une hypothèse qui semble expliquer l'univers dans lequel nous vivons. Mais le fait est que nous n'avons pas encore détecté cette particule froide de matière noire. En trouvant de la matière noire, nous aurons la preuve de son existence et également des réponses à de grandes questions. Si nous capturons de la matière noire, nous aurons un aperçu de ce qui s'est produit 11 millièmes de seconde après le Big Bang. En découvrant ce qu'est la matière noire, les scientifiques espèrent comprendre comment l'univers a évolué au tout début de son existence. La matière noire n'est pas seulement un élément mystérieux de l'univers. Elle est fondamentale pour comprendre pourquoi nous sommes là. Sans elle, il aurait été difficile que naissent les galaxies, puis le système solaire, et enfin la vie sur Terre. On ne peut raconter l'histoire de la matière noire et de l'énergie sombre sans retourner en arrière, au début des temps, au moment du Big Bang, quand l'espace n'existait pas. Il n'existe pas de point central sur lequel on pourrait s'appuyer. C'est comme pour le Big Bang. Il n'y a pas un point dans le ciel à partir duquel s'étendent les galaxies. L'espace s'est créé entre le moment où régnait le néant et la violente explosion du Big Bang. Et c'est à partir de là que l'univers a commencé à se développer. Les particules se sont formées lors d'une fusion nucléaire qui a libéré gaz et énergie. La matière ordinaire a réagi avec une autre matière ordinaire. Quand il n'avait qu'une minute, l'univers était en fait un réacteur nucléaire. Et 380 milliers d'années plus tard, des particules ont commencé à s'agréger pour créer le terreau, d'où naîtront ensuite les étoiles et les galaxies. Les éléments les plus importants se sont encore développés et la gravitation a commencé à exercer sa force et à rassembler les objets. Aujourd'hui, les scientifiques ont compris que la matière noire avait été créée au moment du Big Bang. Et elle a joué un rôle essentiel pour que la matière ordinaire s'agrège et forme les étoiles et les planètes. Comme les poutrelles d'acier utilisées sur les chantiers, les particules de matière noire qui se déplacent lentement ont servi d'échafaudage sur lequel la matière ordinaire est venue s'accrocher. Comme elle est froide et peu interactive, nous pensons que la matière noire s'est rassemblée très lentement sous l'effet de la force gravitationnelle et qu'ainsi se sont créés les germes autour desquels la matière ordinaire s'est agglomérée pour former les galaxies. C'est un réseau cosmique, une toile d'araignée où des filaments de matière noire se croisent comme dans un échafaudage. C'est en ce sens que la matière noire constitue la structure, le bâti des galaxies lumineuses et que nous pouvons les voir sans difficulté. Les galaxies sont comme les lumières des sapins de Noël. Elles ne sont pas l'arbre lui-même, mais des éléments visibles de très très loin. En réalité, la galaxie est un grand halo dont la majeure partie nous est invisible. Nous en voyons les petits éléments lumineux que sont les étoiles et les planètes qui se sont rassemblés au centre de ce vaste halo qui est pour l'essentiel de la matière noire. Les scientifiques se sont longtemps demandé pourquoi les galaxies s'étaient formées dans l'espace selon des modèles apparemment aléatoires. On sait aujourd'hui que c'est à cause de la force d'attraction gravitationnelle de la matière noire. L'univers n'est pas uniforme. Il s'y trouve des vides, des amas, et il semble aussi comprendre des régions entières qui sont comme des bulles. Nous pensons que tout cela est dû à la matière noire. Au cours des dernières années,
les astronomes ont encore avancé dans leur théorie et ont élaboré une carte détaillée en 3D de la matière noire dans l'univers grâce au mirage gravitationnel. Einstein a dit que la gravitation affectait tout et qu'elle était également provoquée par tout. Or, un des éléments qui est affecté par la gravité, c'est la lumière elle-même. Quand la lumière traverse la matière noire, elle est déviée, comme elle est déviée quand elle traverse une vitre. La lumière ne fait pas de différence entre la matière ordinaire et la matière noire. Les deux types de matière entravent le passage de la lumière à travers les galaxies. Comme on trace une route sur une carte, les astronomes ont tracé le parcours de milliers de sources lumineuses à travers la matière noire. Ainsi, les scientifiques ont-ils obtenu l'image la plus précise qui soit des lieux où la matière noire se cache dans l'espace. Nous pouvons comparer cette carte de la matière noire avec les emplacements des galaxies. Et nous découvrons alors que la matière noire agit comme un squelette. C'est la colonne vertébrale autour de laquelle s'amasse le matériau visible. En établissant la carte de l'univers, les astronomes peuvent aussi remonter dans le temps et en déduire la quantité de matière créée au moment du Big Bang. Si on connaît la configuration actuelle de l'univers, et quand il ne faisait que la moitié de cette taille et la moitié de cette moitié, on peut en déduire la quantité totale de matière dans l'univers. Cela nous donne une autre possibilité d'établir ce que nous pensons être la quantité globale de matière noire dans l'univers. On estime que la matière noire constitue 23% de l'univers, alors que la matière ordinaire n'en fait que 4%. Il y a nécessairement beaucoup de matière noire quand on voit la force de gravitation qui opère dans ces amas de galaxies. Mais de quoi sont constitués les 73% restants de l'univers? Les spécialistes ont été stupéfaits en découvrant qu'une mystérieuse énergie sombre dominait l'espace et que son énergie répulsive éloignait les galaxies les unes des autres. Ils ont toujours pensé que bien qu'il continue à s'agrandir, l'univers ralentirait son expansion, ou peut-être même s'effondrerait sur lui-même. La gravitation triompherait de la vitesse qui emportait l'univers. Mais en mesurant l'expansion de l'univers depuis ses débuts, les spécialistes ont réalisé que l'univers ne ralentissait pas, mais qu'il accélérait. Et qu'un destin funeste attendait toutes les formes de vie. L'univers se désintégrera et les températures deviendront tellement basses que toute vie intelligente sera gelée et mourra. À partir du moment où le Big Bang a donné naissance à l'univers, l'espace est entré en expansion et n'a jamais cessé, emportant avec lui les galaxies. L'espace entre les galaxies est en expansion, mais pas les galaxies elles-mêmes. La Terre n'est pas en expansion, ni le système solaire. C'est Edwin Hubble qui a découvert le premier, en 1929, que les autres galaxies s'éloignaient de la Voie lactée. Il s'était en effet rendu compte que les galaxies lointaines s'éloignaient plus vite de nous que nos voisines. Il a compris qu'il pouvait évaluer leur vitesse en étudiant leur longueur d'onde à travers un prisme. C'est ce qu'on appelle mesurer le décalage vers le rouge. Et on se sert toujours de cette technique pour évaluer les distances dans l'espace. Il a découvert que plus une galaxie était à une distance importante, plus elle s'éloignait vite de nous et plus son décalage vers le rouge était important. Il y a quelques années, des astronomes ont décidé d'utiliser le décalage vers le rouge pour mesurer l'histoire de l'expansion de l'univers. Mais comment mesurer la globalité de l'expansion de l'univers? Comment remonter jusqu'à 12 milliards d'années en arrière? Nous avons la capacité de remonter dans le temps pour observer directement le passé, tout comme un géologue observe les couches du Grand Canyon et peut remonter dans l'histoire en descendant vers les strates de plus en plus basses. Si vous observez des galaxies de plus en plus éloignées, vous voyez comment étaient les galaxies à des époques plus éloignées dans le temps. Pour mesurer l'histoire de l'expansion de l'univers, les scientifiques ont utilisé les supernovas de type 1A comme chandelle standard. Un exemple de chandelle standard pourrait être une ampoule de 100 watts.
Si vous en disposez plusieurs autour d'une pièce à différentes distances, vous observerez que les plus éloignées paraîtront moins brillantes et les plus proches plus lumineuses. Les supernovas de type 1A sont éclatantes partout, tout le temps, et où qu'elles apparaissent dans l'espace. Une supernova est l'explosion monumentale d'une étoile en fin de vie. Elle fait alors un grand boom. Cela se produit quand une étoile, comme une naine blanche, est en train de mourir, qu'elle se lance dans une sorte d'échappée nucléaire et se fait littéralement sauter en 1000 morceaux. On trouve des supernovas de type 1A dans des galaxies très lointaines. Elles semblent très peu lumineuses. Ensuite, on les compare avec des supernovas de type 1A issus de galaxies proches, dont la distance a été mesurée par différentes techniques. Dans les années 1990, deux équipes différentes ont commencé à mesurer la vitesse de décélération de l'univers avec ces supernovas de type 1A. Mais pour les capturer lors de leur apparition, les astronomes ont dû placer l'univers sous surveillance. On peut comparer cela à la surveillance d'un casino. Les caméras sont branchées en permanence. La plupart du temps, elles ne trouvent rien d'intéressant, mais à l'occasion, elles tombent sur ce qu'elles cherchaient. Nous avons beaucoup de galaxies à surveiller. Alors ce que nous faisons, c'est que nous prenons de grands télescopes dotés d'appareils grand champ, c'est-à-dire avec un champ pratiquement aussi large que la pleine lune. Nous effectuons ainsi de nombreuses prises de vue de l'espace et chaque image nous montre des milliers de galaxies. En comparant la luminosité d'une supernova lointaine de type 1A avec celle d'autres supernovas situées dans des galaxies proches, nous pouvons calculer à quelle distance se trouvent ces galaxies éloignées et en déduire jusqu'où nous avons remonté dans l'histoire de l'univers. Deux équipes ont étudié les résultats des études effectuées avec 60 supernovas de type 1A, et elles ont été stupéfaites. L'univers ne ralentissait pas. Au contraire, son expansion allait de plus en plus vite. Nous nous attendions à ce que cette expansion ralentisse avec le temps, parce qu'après tout, toutes ces galaxies sont poussées les unes vers les autres. Nous avions tellement confiance. Nous allions mesurer la vitesse à laquelle l'univers ralentissait. Et nous avons eu la réponse contraire. L'univers ne ralentit pas, il accélère. Nous étions devant un grand mystère. C'est vraiment complètement fou. On s'apprêtait à découvrir un taux de ralentissement et au lieu de cela, nous avions une expansion encore plus rapide. C'était plutôt mauvais signe. Nous avions peur que notre résultat soit complètement faux. Nous avons revu tous nos calculs, nous avons vérifié les analyses. Dans chacune des deux équipes, des gens ont effectué des calculs et des analyses chacun de leur côté. Et tout le monde a fini par trouver le même résultat. Un des plus grands chocs de ces dernières années dans le monde de la cosmologie a été la révélation que notre univers accélérait. Cette force répulsive qui conduit l'univers a été appelée énergie sombre. C'est une énergie invisible que personne ne s'attendait à trouver ni ne comprenait. Cela suggère que très loin dans l'univers, il y a une force répulsive qui l'emporte sur la gravitation. Et l'énergie sombre a créé l'espace, emmenant dans son voyage les galaxies. Cette énergie qui semble emplir l'univers et accélérer son expansion avec le temps est maintenant connue sous le nom d'énergie sombre. Regardez, je lance une pomme, elle ralentit, mais l'énergie sombre la ferait accélérer dans son mouvement d'éloignement. Ainsi, on lance une pomme et elle s'éloigne de plus en plus vite avec le temps. Comme la pomme lancée dans l'espace pour l'éternité, les galaxies sont emportées au loin en même temps qu'il se crée de l'espace. Imaginez une salle de classe emplie de chaises et que ces chaises s'écartent lentement les unes des autres à l'intérieur de la pièce. Ces chaises, ayant été écartées comme dans l'univers en expansion, peu importe sur quelle chaise vous êtes assis, vous avez toutes les chaises qui sont en train de s'écarter de vous.
Mais les chaises, elles, ne s'agrandissent pas, elles ont toujours la même taille. Ce qui se passe, c'est que la pièce s'agrandit car l'espace entre les chaises s'est élargi. Il s'est créé davantage d'espace entre les galaxies. Ainsi, individuellement, gardent-elles la même taille dans un univers où l'espace est de plus en plus grand. L'énergie sombre est très différente de la matière noire. Elle ne se rassemble pas en amas, comme le font les galaxies, ou comme les étoiles qui se rassemblent en galaxies. On pense qu'elle est assez uniforme, car on retrouve la même accélération dans quelque direction que ce soit. Elle est probablement constante, bien que certains pensent qu'il pourrait y avoir une structure dans sa répartition et son influence. L'énergie sombre est l'énergie du vide, l'énergie du rien. Même le néant a de l'énergie. Elle sépare les galaxies et crée un univers en fuite. Il semble que l'énergie sombre et la matière noire soient en lutte depuis le début des temps. La science pense que l'énergie sombre a été créée en même temps que la matière noire au moment du Big Bang. Elle a toujours existé dans l'univers, mais les forces gravitationnelles de la matière noire l'ont contenue, ralentissant l'expansion de l'espace au cours des 9 premiers milliards d'années. Cela a changé il y a 5 milliards d'années, quand l'univers est devenu assez vaste pour que la matière noire soit dispersée à travers l'univers. L'énergie sombre a été alors moins affectée par la pression de la matière noire, et de ce fait, l'univers est entré en expansion à une vitesse accélérée. L'énergie sombre est un élément constant, qui était sans doute très insignifiant quand l'univers était chaud et dense à ses débuts. La présence de l'énergie sombre n'avait alors guère d'importance, elle ne jouait aucun rôle. Ensuite, quand l'univers s'est refroidi et qu'il est devenu moins dense et plus vaste, la gravitation a perdu de son importance et l'énergie sombre a pris le pouvoir. C'est une propriété de l'espace que nous ne comprenons pas entièrement. Dans cet univers en expansion, les astronomes se sont rendus compte que l'énergie sombre avait gagné son combat contre la matière noire et avait amorcé une accélération il y a 5 milliards d'années. Il est arrivé un moment, il y a 5 milliards d'années, où l'énergie sombre a commencé à dominer la matière attractive de l'univers. Si on étudie la force gravitationnelle et le temps, on voit que l'attraction gravitationnelle décline avec le temps, tandis que la force répulsive, elle, augmente avec le temps. Il y a environ 5 milliards d'années, les deux courbes se sont croisées et c'est là que l'expansion de l'univers s'est accélérée. Il est fondamental de comprendre ce qu'est l'énergie sombre, parce qu'ainsi nous pourrons savoir où va l'univers, quel est son destin. Va-t-il s'agrandir indéfiniment, devenir froid et sombre, ou sa fin est-elle prévisible? L'énergie sombre dirige maintenant l'expansion de l'univers, et cela ne semble pas devoir s'arrêter. L'effet répulsif de l'énergie sombre s'accroît, car plus il y a d'espace entre les galaxies, plus grand est l'effet cumulatif de l'énergie sombre, l'effet répulsif. Et les galaxies semblent vouées à une existence solitaire. Et c'est ainsi qu'il semble que ce soit la fin de tout. De façon surprenante, la théorie de l'énergie sombre a été émise puis abandonnée, il y a déjà un certain temps, par un des plus grands génies de la physique. Il a appelé cela la plus grosse gaffe de sa vie. Il s'appelait Einstein et pourrait bien avoir fait la plus grande découverte du XXIe siècle, 80 ans avant qu'on en ait la moindre preuve. Aujourd'hui, les scientifiques savent que l'énergie sombre crée et développe l'espace. Mais au début du XXe siècle, les astronomes pensaient que l'univers se limitait à la Voie lactée et ne s'agrandirait jamais. Einstein venait juste de concevoir sa théorie de la relativité, et il décida de la tester sur l'univers statique. Malgré tous ses efforts, il ne réussit pas à accorder son équation à l'univers statique. Ses calculs ont toutefois montré que l'univers doit soit s'agrandir, soit se contracter. Il s'est rendu compte que si on avait un univers lisse, où la matière était uniformément répartie, celui-ci devait, selon sa théorie, soit être en expansion, soit en contraction.
Ainsi, Einstein a proposé une énergie répulsive qui maintiendrait l'univers en équilibre avec la force attractive de la gravitation. Il a appelé constante cosmologique cette énergie constante qui assurerait l'équilibre de l'univers. Il a introduit la constante cosmologique ou l'énergie sombre pour que l'univers reste statique. Quand Hubble a annoncé que l'univers était en expansion, la théorie de constante cosmologique d'Einstein a semblé erronée et il a déclaré que c'était la plus grosse gaffe de sa vie. Il s'avère aujourd'hui que l'énergie sombre, concept qu'il avait abandonné dans les années 20, est en fait la force dominante qui écartèle l'univers. Cette fameuse gaffe d'Einstein nous apprendra peut-être si notre univers doit périr par le feu ou la glace. Et le pari est qu'il mourra dans la glace. En tentant d'observer le comportement de l'univers, Einstein avait posé, mais de façon erronée, l'existence d'une énergie sombre qui constituerait tout l'univers. La quantité globale de matière ordinaire et de matière noire ne suffit pas à expliquer la courbure dans l'espace que nous avons observée. Comme lorsqu'on regarde l'horizon sur Terre, l'univers est tellement vaste que la courbure de l'espace apparaît plate. Si on ajoute la matière ordinaire, la matière noire et l'énergie sombre, on obtient une prévision pour la courbure de l'espace. Et il s'avère qu'on tombe en plein dans le mille. On a trouvé la bonne réponse. Aujourd'hui, les données satellites ont révélé que 73% de la matière-énergie contenue dans l'univers était de l'énergie sombre. Celle-ci, appelée à une certaine époque la gaffe d'Einstein, est maintenant reconnue comme étant la force dominante de l'univers. Sa gaffe est une de nos grandes découvertes. Les scientifiques ne font que commencer à découvrir les effets de l'énergie sombre sur le destin de l'univers. Idéalement, nous aimerions mesurer comment agit l'énergie sombre quand l'univers vieillit. Si l'énergie sombre en arrive à dominer complètement la matière noire, l'univers entrera dans une étape d'expansion exponentielle. Pour une unité de temps donné, il doublera de taille. Et à moins que l'énergie sombre ne change un jour et devienne attractive sur le plan gravitationnel, le destin de l'univers est de se développer de plus en plus vite avec le temps. Si l'énergie du vide dirige l'accélération de l'univers, nous ne comprenons pas pourquoi elle existe en telle quantité. C'est une des questions les plus importantes que la physique théorique doit résoudre aujourd'hui. Dans des milliers de milliards d'années, nous serons très seuls. Nous regarderons le ciel et il sera pratiquement noir. Les océans auront gelé et cela semble devoir être la mort de toute vie intelligente. La présence de l'énergie sombre et les lois de la physique annoncent la mort certaine de toute vie intelligente dans l'univers. En découvrant la matière noire et l'énergie sombre, la science est près de pouvoir établir la théorie du tout. Une équation qui décrira l'ensemble du fonctionnement de l'univers. Une fois que nous aurons la théorie du tout, nous serons capables de répondre à certaines des questions les plus importantes que se soient posées les hommes et les femmes depuis qu'ils regardent le ciel. Cela représenterait le couronnement de 2000 ans de recherche sur les lois de la nature. Déjà, les Grecs se posaient la question « de quoi sont faites les choses ?» Aujourd'hui, la matière noire et l'énergie sombre continuent à être les questions cosmologiques les plus importantes du XXIe siècle. Il est certain que c'est frustrant, oui, et même humiliant de savoir que toutes nos connaissances dans le domaine de la physique se limitent à la matière ordinaire, et que nous ne comprenons qu'une toute petite parcelle de ce qu'est cette matière noire et cette énergie sombre. C'est le début d'une nouvelle ère, et les énigmes de la face sombre de l'univers demeurent. Une aventure semblable à la conquête de l'Ouest nous attend dans le domaine de la physique des particules. C'est une propriété de l'espace que nous ne comprenons pas encore entièrement. Qui l'emporte sur la gravitation. Et l'énergie sombre a créé l'espace, emmenant dans son voyage les galaxies. Cette énergie qui semble emplir l'univers et accélérer son expansion avec le temps
est maintenant connue sous le nom d'énergie sombre. Regardez, je lance une pomme, elle ralentit, mais l'énergie sombre la ferait accélérer dans son mouvement d'éloignement. Ainsi, on lance une pomme et elle s'éloigne de plus en plus vite avec le temps. Comme la pomme lancée dans l'espace pour l'éternité, les galaxies sont emportées au loin en même temps qu'ils se créent de l'espace. Imaginez une salle de classe emplie de chaises et que ces chaises s'écartent lentement les unes des autres à l'intérieur de la pièce. Ces chaises, ayant été écartées comme dans l'univers en expansion, peu importe sur quelle chaise vous êtes assis, vous avez toutes les chaises qui sont en train de s'écarter de vous. Mais les chaises, elles, ne s'agrandissent pas, elles ont toujours la même taille. Ce qui se passe, c'est que la pièce s'agrandit car l'espace entre les chaises s'est élargi. Il s'est créé davantage d'espace entre les galaxies. Ainsi, individuellement, gardent-elles la même taille dans un univers où l'espace est de plus en plus grand. L'énergie sombre est très différente de la matière noire. Elle ne se rassemble pas en amas, comme le font les galaxies, ou comme les étoiles qui se rassemblent en galaxies. On pense qu'elle est assez uniforme, car on retrouve la même accélération dans quelque direction que ce soit. Elle est probablement constante, bien que certains pensent qu'il pourrait y avoir une structure dans sa répartition et son influence. L'énergie sombre est l'énergie du vide, l'énergie du rien. Même le néant a de l'énergie. Elle sépare les galaxies et crée un univers en fuite. Il semble que l'énergie sombre et la matière noire soient en lutte depuis le début des temps. La science pense que l'énergie sombre a été créée en même temps que la matière noire au moment du Big Bang. Elle a toujours existé dans l'univers, mais les forces gravitationnelles de la matière noire l'ont contenue, ralentissant l'expansion de l'espace au cours des 9 premiers milliards d'années. Cela a changé il y a 5 milliards d'années, quand l'univers est devenu assez vaste pour que la matière noire soit dispersée à travers l'univers. L'énergie sombre a été alors moins affectée par la pression de la matière noire, et de ce fait, l'univers est entré en expansion à une vitesse accélérée. L'énergie sombre est un élément constant, qui était sans doute très insignifiant quand l'univers était chaud et dense à ses débuts. Il s'y trouve des vides, des amas, et il semble aussi comprendre des régions entières qui sont comme des bulles. Nous pensons que tout cela est dû à la matière noire. Au cours des dernières années, les astronomes ont encore avancé dans leur théorie et ont élaboré une carte détaillée en 3D de la matière noire dans l'univers grâce au mirage gravitationnel. Einstein a dit que la gravitation affectait tout et qu'elle était également provoquée par tout. Or, un des éléments qui est affecté par la gravité, c'est la lumière elle-même. Quand la lumière traverse la matière noire, elle est déviée, comme elle est déviée quand elle traverse une vitre. La lumière ne fait pas de différence entre la matière ordinaire et la matière noire. Les deux types de matière entravent le passage de la lumière à travers les galaxies. Comme on trace une route sur une carte, les astronomes ont tracé le parcours de milliers de sources lumineuses à travers la matière noire. Ainsi, les scientifiques ont-ils obtenu l'image la plus précise qui soit des lieux où la matière noire se cache dans l'espace. Nous pouvons comparer cette carte de la matière noire avec les emplacements des galaxies. Et nous découvrons alors que la matière noire agit comme un squelette. C'est la colonne vertébrale autour de laquelle s'amasse le matériau visible. En établissant la carte de l'univers, les astronomes peuvent aussi remonter dans le temps et en déduire la quantité de matière créée au moment du Big Bang. Si on connaît la configuration actuelle de l'univers, et quand il ne faisait que la moitié de cette taille et la moitié de cette moitié, on peut en déduire la quantité totale de matière dans l'univers. Cela nous donne une autre possibilité d'établir ce que nous pensons être la quantité globale de matière noire dans l'univers. On estime que la matière noire constitue 23% de l'univers, alors que la matière ordinaire n'en fait que 4%. Il y a nécessairement beaucoup de matière noire quand on voit la force de gravitation qui opère dans ces amas de galaxies. Mais de quoi sont constitués les 73% restants de l'univers ?
Les spécialistes ont été stupéfaits en découvrant qu'une mystérieuse énergie sombre dominait l'espace et que son énergie répulsive éloignait les galaxies les unes des autres. Ils ont toujours pensé que bien qu'il continue à s'agrandir, l'univers ralentirait son expansion, ou peut-être même s'effondrerait sur lui-même. La gravitation triompherait de la vitesse qui emportait l'univers. Mais en mesurant l'expansion de l'univers depuis ses débuts, les spécialistes ont réalisé que l'univers ne ralentissait pas, mais qu'il accélérait. Et qu'un destin funeste cédait. Nous savons que la matière noire est une substance assez lourde. Nous savons qu'elle ne bouge pas très vite et que nous ne pouvons pas la voir. Les particules de matière noire ne se déplacent pas à la vitesse de la lumière et elles n'entrent pas vraiment en interaction avec vous ou moi, ni avec quoi que ce soit. C'est pour cela qu'il est tellement difficile de les localiser. Elles n'entrent pas en interaction avec la matière ordinaire, sauf à travers la gravitation. Si j'avais de la matière noire dans la main, elle aurait un certain poids, mais avant tout, elle se dissoudrait à travers mes doigts. Rien de ce que nous connaissons dans le domaine de la physique des particules ne peut correspondre à la matière noire. Comme un homme invisible traverse les murs, des milliards de particules de matière noire traversent la Terre au même moment sans jamais entrer en collision avec la matière ordinaire. L'idée générale est que la matière noire pourrait être constituée de ce qu'on appelle des WIMP. WIMP est un acronyme de Weakly Interacting Massive Particles. Particules massives interagissant faiblement. Elles n'ont jamais été détectées, mais leurs caractéristiques en font un candidat idéal pour la matière noire. Au laboratoire de Soudan, l'équipe Fermilab est allée sous terre, bravant des milliers de chauves-souris, pour essayer de capturer une particule WIMP. L'opération s'appelle CDMS, Cryogenic Dark Matter Search, ou recherche cryogénique de la matière noire. Jusqu'à sa fermeture en 1962, c'était une mine de fer ici. Nous sommes à 800 mètres sous terre. Fermilab a conçu une machine qui, à des températures en dessous de zéro, peut repérer une particule de matière noire qui la traverse. Son détecteur utilise des cristaux de germanium, un métalloïde dense bourré d'atomes. C'est un bloc très pur de germanium. À sa surface, il y a un réseau de minuscules thermomètres capables de détecter une particule qui traverserait ce morceau de germanium de la taille d'un pallet de hockey. En ce moment même, la matière noire ruisselle à travers nous sans rien nous faire. De temps en temps, elle heurte le noyau d'un atome. C'est la signature que nous espérons voir. Pour obtenir un choc de matière noire bien propre, Fermilab devait filtrer le magma qui venait de l'espace. Si nous avions gardé toutes les particules qui passaient par là, cela aurait vraiment été comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Dans cette expérience, Fermilab capte toute la matière qui traverse le détecteur. Mais moins il y aura de saleté dans l'air, plus il sera facile de détecter une particule de matière noire. Comme celle-ci n'entre pas facilement en interaction avec les protons et les électrons ordinaires, on a gelé les palets de germanium à une température en dessous de zéro. Si une particule de matière noire traverse et frappe un noyau, la température du cristal changera très légèrement. Son destin va-t-il s'agrandir indéfiniment, devenir froid et sombre, ou sa fin est-elle prévisible? L'énergie sombre dirige maintenant l'expansion de l'univers. Et cela ne semble pas devoir s'arrêter. L'effet répulsif de l'énergie sombre s'accroît, car plus il y a d'espace entre les galaxies, plus grand est l'effet cumulatif de l'énergie sombre, l'effet répulsif. Et les galaxies semblent vouées à une existence solitaire. Et c'est ainsi qu'il semble que ce soit la fin de tout. De façon surprenante, la théorie de l'énergie sombre a été émise, puis abandonnée, il y a déjà un certain temps, par un des plus grands génies de la physique. Il a appelé cela la plus grosse gaffe de sa vie. Il s'appelait Einstein, et pourrait bien avoir fait la plus grande découverte du XXIe siècle, 80 ans avant qu'on n'en ait la moindre preuve. Aujourd'hui, les scientifiques savent que l'énergie sombre crée et développe l'espace. Mais au début du XXe siècle,
les astronomes pensaient que l'univers se limitait à la Voie lactée et ne s'agrandirait jamais. Einstein venait juste de concevoir sa théorie de la relativité et il décida de la tester sur l'univers statique. Malgré tous ses efforts, il ne réussit pas à accorder son équation à l'univers statique. Ses calculs ont toutefois montré que l'univers doit soit s'agrandir, soit se contracter. Il s'est rendu compte que si on avait un univers lisse, où la matière était uniformément répartie, celui-ci devait, selon sa théorie, soit être en expansion, soit en contraction. Ainsi, Einstein a proposé une énergie répulsive qui maintiendrait l'univers en équilibre avec la force attractive de la gravitation. Il a appelé constante cosmologique cette énergie constante qui assurerait l'équilibre de l'univers. Il a introduit la constante cosmologique ou l'énergie sombre pour que l'univers reste statique. Quand Hubble a annoncé que l'univers était en expansion, la théorie de constante cosmologique d'Einstein a semblé erronée et il a déclaré que c'était la plus grosse gaffe de sa vie. Il s'avère aujourd'hui que l'énergie sombre, concept qu'il avait abandonné dans les années 20, est en fait la force dominante qui écartèle l'univers. Cette fameuse gaffe d'Einstein nous apprendra peut-être si notre univers doit périr par le feu ou la glace. Et le pari est qu'il mourra dans la glace. En tentant d'observer le comportement de l'univers, Einstein avait posé, mais de façon erronée, à celle effectuée par la jeune scientifique Vera Rubin 50 ans plus tard. Celle-ci examine les courbes de rotation de galaxies spirales similaires à la Voie lactée. Et tout comme Zwicky, ce qu'elle constate lui semble étrange. Vera Rubin s'est aperçue qu'en fait, en s'éloignant, la vitesse du gaz et des poussières en orbite restait constante. Prenons une comparaison. Si une ville est une galaxie et que chaque voiture correspond à une planète ou une étoile, eh bien, malgré l'importance de la circulation, chaque voiture circulera autour de la ville à la même vitesse. Cette vitesse de rotation constante, en dépit de la quantité d'objets en circulation, est exactement ce qu'a observé Vera Rubin. Pour que les régions extérieures de la galaxie tournent aussi rapidement, il fallait qu'elles contiennent une masse beaucoup plus importante pour ne pas être disloquées. La seule façon de résoudre le paradoxe de ces galaxies qui tournent 10 fois trop vite, c'est de supposer qu'un halo de matière invisible les entoure et préserve leur intégrité. La matière noire serait présente dans les galaxies et elle aurait une masse suffisante pour que la vitesse de rotation demeure constante. Imaginez que je sois la matière noire. Cette balle est une étoile qui tourne autour de moi car ma force gravitationnelle la maintient en place. Même si vous ne pouviez me voir, vous sauriez que quelque chose est là, car sinon l'étoile filerait en ligne droite. Il y a forcément un élément qui exerce sa force gravitationnelle et nous en déduisons ainsi l'existence de la matière noire. Vera Rubin a estimé qu'il y avait 10 fois plus de matière noire que d'éléments lumineux. Depuis, nous avons analysé des centaines de galaxies et elles sont toutes bâties sur le même modèle. Elles tournent trop vite par rapport à ce qu'elles sont, elles ont donc besoin de matière noire pour rester ensemble. Cette fois, les scientifiques ont porté leur attention sur ce phénomène et ont commencé à se demander ce qu'était cette matière noire. Mais comment repérer dans l'espace un élément invisible ? Il leur fallait découvrir où la matière noire se cachait dans l'univers. Et même s'ils ne peuvent la voir, ils se sont aperçus qu'elle révélait sa présence en déviant la lumière qui la traversait. On appelle cela une lentille gravitationnelle ou mirage gravitationnel. Il s'agit d'un rayon lumineux virtuel qui révèle la matière invisible dans l'univers. Elle est comme toute matière. Elle est capable de dévier un rayon lumineux. C'est ainsi que la lumière peut être déviée de sa route par la matière noire. En retraçant le chemin parcouru par la lumière, la lentille gravitationnelle a détecté de la matière noire, concentrée dans les halos des galaxies.
Elle a démontré son efficacité et révélé soudain la présence de matière. S'appelle CDMS, Cryogenic Dark Matter Search, ou recherche cryogénique de la matière noire. Jusqu'à sa fermeture en 1962, c'était une mine de fer ici. Nous sommes à 800 mètres sous terre. Fermilab a conçu une machine qui, à des températures en dessous de zéro, peut repérer une particule de matière noire qui la traverse. Son détecteur utilise des cristaux de germanium, un métalloïde dense bourré d'atomes. C'est un bloc très pur de germanium. À sa surface, il y a un réseau de minuscules thermomètres capables de détecter une particule qui traverserait ce morceau de germanium de la taille d'un pallet de hockey. En ce moment même, la matière noire ruisselle à travers nous sans rien nous faire. De temps en temps, elle heurte le noyau d'un atome. C'est la signature que nous espérons voir. Pour obtenir un choc de matière noire bien propre, Fermilab devait filtrer le magma qui venait de l'espace. Si nous avions gardé toutes les particules qui passaient par là, cela aurait vraiment été comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Dans cette expérience, Fermilab capte toute la matière qui traverse le détecteur. Mais moins il y aura de saleté dans l'air, plus il sera facile de détecter une particule de matière noire. Comme celle-ci n'entre pas facilement en interaction avec les protons et les électrons ordinaires, on a gelé les palets de germanium à une température en dessous de zéro. Si une particule de matière noire traverse et frappe un noyau, la température du cristal changera très légèrement. C'est cette toute petite modification que nous cherchons et qui signalera le passage d'une particule de matière noire. 16 palets de germanium sont placés dans une salle blanche, une pièce vidée de la quasi-totalité des particules qui l'occupaient. Bien, nous sommes en tenue. Nous allons entrer dans la salle d'expérience qui est une salle blanche de classe ISO 7. Nous mettons cette combinaison pour n'apporter aucune poussière qui interférerait dans l'expérience. Allons-y. Nous avons des compteurs à scintillation qui captent toutes les particules d'un rayon cosmique qui arrivent ici sous terre. Et voici un réfrigérateur à dilution qui maintient notre expérience légèrement au-dessus du zéro absolu. Et là, se trouve le germanium et des détecteurs en silicium. Nous attendons simplement qu'un WIMP, une particule de matière noire, descende à cette profondeur et frappe un des cristaux en silicium ou en germanium qui sont à l'intérieur. Depuis bientôt 2 ans, Fermilab s'est installé dans cette mine pour essayer de capturer de la matière noire. C'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Bien que des milliers de particules traversent la Terre à chaque instant, il y a une chance sur 1 million que de la matière noire entre en contact avec de la matière ordinaire. L'idée générale est que la matière noire pourrait être constituée de ce qu'on appelle des WIMP. WIMP est un acronyme de Weakly Interacting Massive Particles, particules massives interagissant faiblement. Elles n'ont jamais été détectées, mais leurs caractéristiques en font un candidat idéal pour la matière noire. Au laboratoire de Soudan, l'équipe Fermilab est allée sous terre, bravant des milliers de chauves-souris, pour essayer de capturer une particule WIMP. L'opération s'appelle CDMS, Cryogenic Dark Matter Search, ou recherche cryogénique de la matière noire. Jusqu'à sa fermeture en 1962, c'était une mine de fer ici. Nous sommes à 800 mètres sous terre. Fermilab a conçu une machine qui, à des températures en dessous de zéro, peut repérer une particule de matière noire qui la traverse. Son détecteur utilise des cristaux de germanium, un métalloïde dense bourré d'atomes. C'est un bloc très pur de germanium. À sa surface, il y a un réseau de minuscules thermomètres capables de détecter une particule qui traverserait ce morceau de germanium de la taille d'un pallet de hockey. En ce moment même, la matière noire ruisselle à travers nous sans rien nous faire. De temps en temps, elle heurte le noyau d'un atome. C'est la signature que nous espérons voir. Pour obtenir un choc de matière noire bien propre, Fermilab devait filtrer le magma qui venait de l'espace. Si nous avions gardé toutes les particules qui passaient par là, cela aurait vraiment été comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Dans cette expérience, Fermilab capte toute la matière qui traverse le détecteur. Mais moins il y aura de saleté dans l'air, plus il sera facile de détecter une particule de matière noire. Comme celle-ci n'entre pas facilement en interaction avec les protons et les électrons ordinaires,
on a gelé les palets de germanium à une température en dessous de zéro. Si une particule de matière noire traverse et frappe un noyau, la température du cristal changera très légèrement. C'est cette toute petite modification que nous cherchons et qui signalera le passage d'une particule de matière noire. 16 palets de germanium sont placés dans une salle blanche, une pièce vidée de la quasi-totalité des particules qui l'occupaient. Bien, nous sommes en tenue. Nous allons entrer dans la salle d'expérience qui est une salle blanche de classe ISO 7. Nous mettons cette combinaison pour n'apporter aucune poussière qui interférerait dans l'expérience. Allons-y. Nous avons des compteurs à scintillation qui captent toutes les particules d'un rayon cosmique qui arrivent ici sous terre. Et voici un réfrigérateur à dilution qui maintient notre expérience légèrement au-dessus du zéro absolu. Et là se trouve le germanium et des détecteurs en silicium. Nous attendons. Disent que l'univers est constitué d'atomes et de particules subatomiques. Eh bien, ils sont tous dans l'erreur. Et nous allons descendre sous terre pour en faire la preuve. Quand les gens entendent parler de cette matière invisible qu'on appelle la matière noire, ils disent « C'est ça, oui, prouvez-moi qu'elle existe ». Nous sommes à Soudan, dans le Minnesota, à 300 km des grandes villes illuminées. C'est l'endroit parfait pour traquer la matière noire, mais pour d'autres raisons que celles auxquelles on pense au premier abord. On pourrait croire que nous allons observer le ciel pour apercevoir la matière noire, car après tout, c'est de là qu'elle vient. Au contraire, nous allons mettre nos casques et descendre dans cette mine. Le laboratoire national de Soudan est situé à 750 mètres de profondeur. Cette ancienne mine de fer désaffectée a été transformée en établissement de recherche. Ce n'est qu'un des nombreux laboratoires du monde entier qui mènent leurs expériences sous terre pour être à l'abri des rayons cosmiques. Ils sont tous conçus pour capturer la matière noire, une particule invisible dont la présence n'a jamais été détectée qu'indirectement. Nous travaillons là-dessus depuis 10 ans et nous sommes impatients de voir une particule de matière noire. Cette traque a débuté il y a presque un siècle, quand les astronomes ont eu à leur disposition des instruments performants pour observer le ciel nocturne. Et les questions ont commencé. Dans les années 1920, avec le développement de la technologie, on a enfin pu s'occuper de petits objets flous que les savants avaient remarqués dans leurs télescopes. On a pu élucider leur nature et imaginer ce que c'était. Edwin crée un choc lorsqu'il affirme alors que l'univers ne se limite pas à la seule Voie lactée. On s'est rendu compte que ces petits objets flous étaient tout simplement des galaxies, autres que la Voie lactée. Pendant que les astronomes découvraient de nouvelles galaxies, un savant de Caltech, Fritz Zwicky, observait un superamas de galaxies voisin de la Terre, le superamas de Coma, et remarquait une chose étrange. En mesurant les mouvements qui se produisaient dans le superamas de Coma, il a obtenu une estimation de sa masse dynamique. Puis il l'a comparée à la masse qu'il aurait dû obtenir selon ses observations d'autres galaxies. Quelque chose clochait. Les galaxies se déplaçaient trop vite à l'intérieur de l'amas par rapport à la quantité d'éléments lumineux qui s'y trouvaient. D'après ses calculs, il aurait dû trouver une masse dynamique lumineuse 160 fois plus importante, étant donné la vitesse des galaxies dans l'amas. Un autre élément influençait donc leur mouvement. Mais quoi? Aujourd'hui, les scientifiques savent que l'énergie sombre crée et développe l'espace. Mais au début du XXe siècle, les astronomes pensaient que l'univers se limitait à la Voie lactée et ne s'agrandirait jamais. Einstein venait juste de concevoir sa théorie de la relativité, et il décida de la tester sur l'univers statique. Malgré tous ses efforts, il ne réussit pas à accorder son équation à l'univers statique. Ses calculs ont toutefois montré que l'univers doit soit s'agrandir, soit se contracter. Il s'est rendu compte que si on avait un univers lisse, où la matière était uniformément répartie, celui-ci devait, selon sa théorie, soit être en expansion, soit en contraction.
Ainsi, Einstein a proposé une énergie répulsive qui maintiendrait l'univers en équilibre avec la force attractive de la gravitation. Il a appelé constante cosmologique cette énergie constante qui assurerait l'équilibre de l'univers. Il a introduit la constante cosmologique ou l'énergie sombre pour que l'univers reste statique. Quand Hubble a annoncé que l'univers était en expansion, la théorie de constante cosmologique d'Einstein a semblé erronée et il a déclaré que c'était la plus grosse gaffe de sa vie. Il s'avère aujourd'hui que l'énergie sombre, concept qu'il avait abandonné dans les années 20, est en fait la force dominante qui écartèle l'univers. Cette fameuse gaffe d'Einstein nous apprendra peut-être si notre univers doit périr par le feu ou la glace. Et le pari est qu'il mourra dans la glace. En tentant d'observer le comportement de l'univers, Einstein avait posé, mais de façon erronée, l'existence d'une énergie sombre qui constituerait tout l'univers. La quantité globale de matière ordinaire et de matière noire ne suffit pas à expliquer la courbure dans l'espace que nous avons observée. Comme lorsqu'on regarde l'horizon sur Terre, l'univers est tellement vaste que la courbure de l'espace apparaît plate. Si on ajoute la matière ordinaire, la matière noire et l'énergie sombre, on obtient une prévision pour la courbure de l'espace. Et il s'avère qu'on tombe en plein dans le mille. On a trouvé la bonne réponse. Aujourd'hui, les données satellites ont révélé que 73% de la matière-énergie contenue dans l'univers était de l'énergie sombre. Celle-ci, appelée à une certaine époque la gaffe d'Einstein, est maintenant reconnue comme étant la force dominante de l'univers. Sa gaffe est une de nos grandes découvertes. Les scientifiques ne font que commencer à découvrir les effets de l'énergie sombre sur le destin de l'univers. Et nous découvrons alors que la matière noire agit comme un squelette. C'est la colonne vertébrale autour de laquelle s'amasse le matériau visible. En établissant la carte de l'univers, les astronomes peuvent aussi remonter dans le temps et en déduire la quantité de matière créée au moment du Big Bang. Si on connaît la configuration actuelle de l'univers, et quand il ne faisait que la moitié de cette taille et la moitié de cette moitié, on peut en déduire la quantité totale de matière dans l'univers. Cela nous donne une autre possibilité d'établir ce que nous pensons être la quantité globale de matière noire dans l'univers. On estime que la matière noire constitue 23% de l'univers, alors que la matière ordinaire n'en fait que 4%. Il y a nécessairement beaucoup de matière noire quand on voit la force de gravitation qui opère dans ces amas de galaxies. Mais de quoi sont constitués les 73% restants de l'univers? Les spécialistes ont été stupéfaits en découvrant qu'une mystérieuse énergie sombre dominait l'espace et que son énergie répulsive éloignait les galaxies les unes des autres. Ils ont toujours pensé que bien qu'il continue à s'agrandir, l'univers ralentirait son expansion, ou peut-être même s'effondrerait sur lui-même. La gravitation triompherait de la vitesse qui emportait l'univers. Mais en mesurant l'expansion de l'univers depuis ses débuts, les spécialistes ont réalisé que l'univers ne ralentissait pas, mais qu'il accélérait. Et qu'un destin funeste attendait toutes les formes de vie. L'univers se désintégrera et les températures deviendront tellement basses que toute vie intelligente sera gelée et mourra. À partir du moment où le Big Bang a donné naissance à l'univers, l'espace est entré en expansion et n'a jamais cessé, emportant avec lui les galaxies. L'espace entre les galaxies est en expansion, mais pas les galaxies elles-mêmes. La Terre n'est pas en expansion, ni le système solaire. C'est Edwin Hubble qui a découvert le premier, en 1929, que les autres galaxies s'éloignaient de la Voie lactée. Il s'était en effet rendu compte que les galaxies lointaines s'éloignaient plus vite de nous que nos voisines. Il a compris qu'il pouvait évaluer leur vitesse en étudiant leur longueur d'onde à travers un prisme. C'est ce qu'on appelle mesurer le décalage vers le rouge. Et on se sert toujours de cette technique pour évaluer les distances dans l'espace.
Il a découvert que plus une galaxie était à une distance importante, plus elle s'éloignait vite de nous et plus son décalage vers le rouge était important. Il y a quelques années, des astronomes ont décidé d'utiliser